Bonsoir, les titres du journal. Le président de la République a été reçu ce matin à l'Elysée. Professeur Alpha Condé et François Hollande ont parlé des élections législatives en Guinée et de la coopération entre Paris et Conakry. La 40e session de l'OCI débutera le 9 décembre prochain à Conakry. Actuellement, l'air est au préparatif. La capitale fait sa toilette. La commission d'organisation fait le point dans cette édition. Le président de la République est en France. Professeur Alpha Condé a été reçu à l'Elysée par François Hollande. Au menu des discussions, le soutien de la France à la Guinée après le déroulement des élections législatives. Sanassi Keita depuis l'Elysée, notre envoyé spécial. Professeur Alpha Condé au palais de l'Elysée. Tous les honneurs lui sont rendus. L'entretien dure une quarantaine de minutes entre professeur Alpha Condé et François Hollande. Plusieurs questions ont été évoquées, notamment le déroulement des élections législatives en Guinée. Monsieur Alpha Condé, qui est un ami de longue date, nous nous sommes connus, nous n'étions pas dans les responsabilités qui sont les nôtres aujourd'hui. Et à plusieurs reprises, nous avons défendu des positions dans le cadre de l'international socialiste. Mais ça paraît déjà loin, cette période. Maintenant, depuis déjà plusieurs mois, M. Alpha Condé fait face à une situation difficile en Guinée qu'il a su redresser. Et je lui ai apporté le soutien de la France dans cette période qui s'ouvre après les élections législatives qui viennent de se tenir et compte tenu aussi des grands enjeux économiques qui concernent ce pays qui, on le sait, est riche de ressources minières mais qui est encore pauvre et qui a besoin du soutien de la France. C'est ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Alpha, je te laisse la parole. Professeur Alpha Condé s'est fortement réjoui du déroulement de ces élections qui viennent mettre un terme à la transition en Guinée. Il y a eu 4 élections en Afrique et je souhaiterais que vous comparez les résultats. En général, lorsqu'il y a des élections en Afrique, le gouvernement a toujours 70% et 80%. Regardez les résultats en Guinée. Donc moi, je n'ai pas de commentaire. La seule chose que je peux remarquer, c'est que vous avez l'opposition, c'est tous des anciens premiers ministres qui ont géré ce pays. Et si on sait dans quel état j'ai pris la Guinée, je dis que j'ai hérité d'un pays, pas d'un état. Donc je pense que pour moi, la page est tournée, on a fait les élections. Le peuple du Guinée s'est mobilisé à 80%. Il n'y a pas eu un seul incident sur l'ensemble du territoire. Maintenant, la page est tournée, le débat c'est au Parlement. J'ai prévenu tout le monde lors de mon discours à Zéro Corée que désormais le débat politique au Parlement, il n'accepterait plus de pagaille dans le pays. Et la Guinée a perdu la notion de l'État, de l'autorité de l'État. Nous allons respecter les libertés démocratiques, mais nous allons aussi protéger les populations et leurs biens. Donc désormais, nous n'accepterons plus de pagaille. Le débat doit être désormais au Parlement. Pour le sommet de l'Elysée qui doit se tenir au mois de décembre prochain, les deux présidents indiquent. Nous avons avec le président Alpha Condé évoqué le sommet qui va avoir lieu au début du mois de décembre où, vous savez, 3 grands enjeux vont être traités avec les pays de toute l'Afrique. De l'Afrique francophone, de l'Afrique anglophone, de l'Afrique lusophone, parce que nous voulons dépasser toutes ces frontières linguistiques ou géographiques ou politiques et faire en sorte que nous puissions évoquer à la fois la sécurité en Afrique, la lutte contre le réchauffement climatique et le développement. Et je sais que je peux compter sur Alpha Condé qui a des liens avec de nombreux pays africains pour participer pleinement à ce rendez-vous. Et de toute façon, nous nous sommes mobilisés pour que
tous les pays assistent, particulièrement nos amis de la SADC et de l'Afrique de l'Est. Vous savez, c'est des pays qui ont fait la guerre de libération et qui sont assez susceptibles. Mais aujourd'hui, la France est dirigée par un camarade. Ce n'est plus la France-Afrique. Donc notre rôle, c'est de faire comprendre à ces gens comment on l'a fait à Rio. Vous savez, à Rio, j'ai dit aux Africains, vous allez voir que la France a changé. Et quand le président Hollande a parlé, ils sont tous venus me féliciter. Parce qu'il a défendu exactement toutes les positions que nous défendions. Et aussi, la Guinée va envoyer des troupes au Mali. Nous allons envoyer 927. Il y a un bataillon qui est en train d'être formé par les Américains, 850 hommes. Nous avons une compagnie là-bas. Ensuite, les Nations Unies nous ont demandé 2 compagnies supplémentaires. Donc, je pense que plus tard, vers le mois de mars, il y aura 927 soldats guinéens. Pas à Bamako, mais à Gao, à Tombouctou. Parce que le Mali et la Guinée, c'est 2 poumons dans un même corps. Donc la bataille du Mali est notre bataille. Et nous devons accompagner l'armée malienne. Parce que si Kidal, les négociations ne réussissent pas, il faudra bien utiliser la force. Et nous sommes décidés d'accompagner Ibeka dans la bataille pour l'unité du Mali. Et nous ne voulons plus entendre parler d'Azawad parce que ça n'existe pas, c'est le nord Mali. Et nous sommes parfaitement sur la même longueur d'onde. Et les troupes guinéennes se battront aux côtés des troupes maliennes si la négociation échoue. Parce qu'il faut libérer le Mali définitivement. Pour l'appui que la Guinée va apporter très prochainement au Mali dans le cadre de l'opération des Nations Unies, le président Hollande précise. D'abord, je voudrais remercier la Guinée pour l'appui qu'elle va apporter à l'opération des Nations Unies au Mali. Et ce groupe de près de 900 hommes est tout à fait essentiel pour sécuriser le territoire, alors que la France, vous le savez, va, après notamment les élections législatives qui vont avoir lieu dans ces prochains jours au Mali, se retirer progressivement. Donc il était très important qu'il y ait, c'est l'esprit de la réunion d'ailleurs que nous allons organiser au mois de décembre, l'Afrique défendue par les Africains. C'est une illustration. Alors, à Bangui et en Centrafrique, la situation est extrêmement grave. Dans quelques jours, il y aura une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui permettra aux Africains et à la communauté internationale de pouvoir intervenir, de pouvoir agir. En tout cas, c'est l'esprit qui aujourd'hui est le mien. La France, qui a déjà 400 hommes sur place pour sécuriser notamment l'aéroport et protéger nos ressortissants, est prête à accompagner ce processus. Parce que moi, je ne veux pas que dans quelques semaines, il puisse y avoir une responsabilité. Elle serait aussi la nôtre de constater en Centrafrique des massacres. Des massacres ont déjà eu lieu. Des exactions se sont produites. Il y a même des conflits religieux qui sont en train, hélas, d'apparaître. Donc, il n'y a pas de temps à perdre. Et au sommet de Paris, nous mettrons la situation de la Centrafrique au cœur de nos discussions. C'est sur cette note rassurante de voir la France et la Guinée renforcer davantage leurs relations que professeur Alpha Condé a quitté le palais de l'Élysée. Conakry s'apprête à accueillir la 40e session de l'OCI. Le Premier ministre a rencontré ce vendredi les principaux acteurs impliqués dans le nettoyage de la capitale. Une occasion pour Mohamed Saïd Fofana d'insister sur la mobilisation de tous pour rendre Conakry propre en prélude à cette rencontre de Conakry. Compte rendu Adi Kamara. Le Premier ministre veut qu'on aille vite et bien dans l'assainissement et le dégagement des artères principales de la ville de Conakry. Ce qui explique cette autre réunion ce vendredi. Objectif, écouter tous les principaux acteurs impliqués dans ce processus d'assainissement de notre capitale. La sensibilisation, c'est une chose. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, Conakry est retombé dans un état d'âme ou dans des façons de faire. Il faut nécessairement la brigade de propreté. Il faut surveiller, protéger les parties nettoyées. On parlera 1001 fois, dès que vous nettoyez, vous quittez, les gens viennent remettre. Donc moi, personnellement, dans l'expérience que j'ai vécue et véhiculée à Conakry, je pense qu'il faut créer la brigade de propreté. Nous avons donné la priorité aux quartiers riverains de l'autoroute. D'abord, et les marchés riverains de l'autoroute. Nous avons à ce jour 9 calabresses.
Et nous avons déjà fait une programmation de rotation des Calabrais dans les différents quartiers de Lansana à Damondi. C'est une démarche qui se veut pérenne. C'est pourquoi le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana tient à la rigueur dans la gestion de la production et du ramassage des ordures. Nos partenaires sont engagés à nous aider à avoir cette police qui n'a pas pour rôle d'aller effrayer les citoyens, mais pour que les citoyens soient éduqués à l'esprit de loi. Parce que le Guinéen ne respecte pas ce manque d'esprit de loi qui fait que les Guinéens foulent aux pieds toutes les réglementations. C'est un travail de longue haleine qui peut commencer par la force, mais je crois que la meilleure méthode, c'est d'abord l'éducation de base. Ce n'est pas souvent les vieux qui viennent, c'est les jeunes qui viennent. On leur demande d'aller jeter. Les différentes commissions mises en place à cet effet travaillent déjà pour la programmation du curage des caniveaux, le nettoyage des marchés, le dégagement des voiries comme Anko 5, Bambeto, Koloma, Koza, Hamdalay, Bonfi, Matam et les lacs de Sonfoniagar et de Taouya. Poursuite de la campagne d'assainissement de la ville de Conakry, le ministre délégué aux Affaires sociales accompagne cette dynamique engagée par le Premier ministre. Madame le ministre s'est rendue à la cité Chemin de Fer et à la grande mosquée où se trouvent des personnes handicapées, ceci pour mieux les sensibiliser. Compte rendu Ousmane Bangora. Ces taudis qui ternissent l'image de notre capitale vont bientôt disparaître. C'est en tout cas la volonté affichée par le département des affaires sociales à travers cette tournée de sensibilisation de ses occupants. Handicapés pour la plupart, de la cité Chemin de Fer au centre-ville à la grande mosquée Faisal, la ministre a insisté sur la prise en charge effective de ces déshérités qui doivent impérativement quitter ces lieux. Cette mesure suivie d'accompagnement. Si ça a pris beaucoup de temps, on cherchait des mesures de sécurité et des accompagnements pour les mettre à l'aise. Et je dirais que, alhamdoulilah, grâce aux efforts de Monsieur le Président de la République et celui de son Premier ministre, nous avons pu vraiment arriver à nos fins. Et je dirais que le ministère délégué aux Affaires sociales ne ménagera aucun effort pour suivre ce chemin et accompagner ces personnes démunies. Cette initiative provoque quelques grincements de dents à la mosquée Faisal, mais à la cité Chemin de Fer, elle est acceptée par la majorité des déshérités. Nous sommes très contents au gouvernement de nous aider de quitter au bord de la route. Parce que nous, on n'a pas décidé de venir rester ici. Mais comme ils ont trouvé la solution pour aller dans un lieu là où on ne peut pas fatiguer, comme ici, là, cela nous aide. La ministre et son cabinet ont insisté sur la responsabilité de chacun dans le respect de cette décision gouvernementale. Depuis l'annonce des travaux de l'ECI prévus à Conakry du 9 au 11 décembre, on assiste à une campagne d'assainissement de la ville. Les autorités se démènent à donner un coup de balai à la cité et puis à dégager les artères publiques. Cependant, faut-il attendre les événements pour assainir Conakry? Un éditorial de Yamoussa Sidibé. Et l'on se rappela que la ville est sale et revint tonitruant le souvenir lénifiant de la perle de l'Afrique occidentale. Et puis un matin, les Conakrykas découvrent des femmes, des militaires et même des ministres avec des bêches, des coupes-coupes et des balais ahanant devant les hautes herbes qui étouffaient la cité depuis des mois. Comme si tous venaient de découvrir la laideur de la cité. Comme si le gouverneur de la ville de Conakry et les maires relisaient subitement le texte de leurs devoirs. Comme si le ministre de l'Environnement redécouvrait Conakry se débattant dans les nasses des sacs plastiques de tout genre, comme si chacun réalisait subito qu'il n'assumait pas jusque-là ses responsabilités. Le gouvernement et le chef de l'État ont accompli leur part de travail en dotant les services compétents d'équipements, en développant la coopération avec les partenaires pour assurer la salubrité. Il restait aux acteurs d'exécuter correctement et chaque matin la volonté d'assurer l'assainissement de la ville. C'est vrai que des étrangers arrivent. C'est vrai que l'enfer, c'est le regard de l'autre. L'annonce de la tenue des travaux du 40e Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique, prévue à Conakry du 9 au 11 décembre prochain, semble nous réveiller de notre indolence ou peut-être de notre démission face à l'assaut des ordures, à la puanteur des caniveaux chargés d'immondices. C'est bien
bêchons, raclons, ne laissons nulle place où le balai ne passe. C'est bien, monsieur le gouverneur, haranguer la foule de citoyens. Citoyens, emparons-nous des balais en chantant. Cependant, l'assainissement de la ville n'est pas un effort folklorique. Il n'est point qu'événementiel, mais une organisation pérenne, puis un comportement. Il est inadmissible que le citoyen jette un papier ou un sachet d'eau dans la rue. Il est incompréhensible qu'une ménagère jette les ordures ou l'eau usée devant sa porte ou dans les caniveaux. C'est un travail de sensibilisation à mener par des ministres comme ceux de l'environnement, de l'éducation civique ou par le gouverneur de la ville de Conakry. Des dispositions perpétuelles doivent rester en vigueur pour que la ville de Conakry offre la vie. Ainsi, ce ne sera pas désormais que lorsque l'étranger frappe à la porte qu'on s'ébroue pour jeter les ordures par la fenêtre. Ainsi, le gouverneur et les maires de Conakry, mesurant toute l'envergure de leurs responsabilités, seront envisagés et renouveler hardiment les initiatives tout le temps de leur mandat pour redonner à la cité de Gbassikolo les attributs de la perle de l'Afrique occidentale. L'assainissement de la ville n'est pas un spectacle, c'est un travail de tous les jours. La Guinée abritera donc le 9 décembre prochain la 40e session de l'OCI. À l'occasion, Conakry fait sa toilette. Le palais où les cérémonies seront organisées est en rénovation. Quant à la Commission nationale d'organisation de l'événement, elle est à pied d'œuvre pour la réussite de la session. Le point dans ce reportage de Fatoumata Samoura. 18e du genre, la réunion a pour but de faire l'état d'exécution des activités à mener pour la réussite de l'événement. Les sous-commissions accueil, logistique et hébergement sont largement revenus sur le rapport entre l'offre et la demande. Une demande liée notamment à la disponibilité des complexes hôteliers de haut standing. Nous avons répertorié un certain nombre d'hôtels aussi. Nous avons sillonné avec la sous-commission d'hébergement tous les complexes hôteliers pour pouvoir offrir à nos hôtes des conditions minimum acceptables et des conditions quand même de qualité en fonction de ce qu'on a pour que nos invités se sentent chez eux et à l'aise pendant les 3 jours qu'ils auront à passer en Guinée. La Guinée abritera pour la 2e fois l'OCI. Pour cela, 3 millions de dollars doivent être mobilisés. Le budget prévu pour l'organisation du 40e Sémaillé et l'accueil de près de 800 délégués qui viendront des 57 pays membres, des États observateurs, des institutions spécialisées et affiliées à l'OCI. Un challenge certes difficile, mais pas impossible à réaliser. Nous recevons sur ce plateau M. Lousseni Fall, ministre d'État aux Affaires étrangères. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous, c'est quoi en fait l'OCI? L'OCI est l'organisation de la coopération islamique qui s'appelait avant Organisation de la conférence islamique. Et je rappellerai que cette organisation a été créée à la suite de l'incendie criminel de la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, qui est un lieu saint de l'islam. Et à la suite de l'incendie de cette mosquée, le monde arabe et le monde musulman en général s'est levé et sous la direction de feu Sa Majesté le roi Faisal et plusieurs autres leaders dont le président Sékou Touré, a été décidé de créer une organisation qui regroupait les pays islamiques en vue de défendre les valeurs de l'islam et surtout défendre la vérité à Jérusalem et surtout le peuple palestinien. Cette conférence donc a évolué de cette manière. La Guinée a joué un très grand rôle dans cette organisation. La Guinée a assumé la vice-présidence, la coprésidence du comité Al-Quds, donc la ville de Jérusalem, la ville sainte de Jérusalem. Et la Guinée a été un acteur très privilégié de cette organisation. Et l'OCI aujourd'hui, à la suite de plusieurs sommets, a pris le nom d'Organisation de la coopération islamique. Elle regroupe 57 pays. Monsieur le ministre, la Guinée abrite ce sommet pour la 2e fois. Qu'est-ce que cela représente pour notre pays? C'est un grand honneur pour la Guinée. Je pense que c'est déjà la reconnaissance d'abord de la communauté internationale pour le rôle majeur que joue notre pays. Et c'est marque aussi le retour de la Guinée dans l'arène internationale. Vous savez que nous avons connu une espèce d'éclipse à un certain moment de notre vie sur la scène internationale. Et depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé, la Guinée revient petit à petit et nous essayons de faire notre chemin. Et donc ce sommet marque un tournant.
Et ce sera un sommet important. Nous avons choisi et proposé à l'OCI, au secrétariat de l'OCI, le thème dialogue des civilisations, facteurs de paix et de développement durable, qui a été accepté par l'ensemble de la communauté islamique. Et donc ce sommet va se tenir à Conakry du 9 au 11 décembre. Ce sommet en fait qui marque le grand retour de la Guinée sur la scène internationale. Et est-ce qu'il y aura plus de 500 délégués sont attendus? Est-ce que côté organisation, accueil, nous serons prêts d'ici le 9 décembre? Mais écoutez, puisque les Guinéens sont capables de tous les miracles, je suis certain, vous avez déjà vu ce qui est en train de se passer ces jours-ci en matière d'assainissement. Et je tiens ici à rendre hommage d'abord au gouvernement, monsieur le Premier ministre, aux forces de défense et de sécurité, à tous les citoyens des différents quartiers de Conakry, et pour rendre notre capitale belle, propre, pas pour cette occasion, mais que ce soit une action pérenne maintenant qui soit lancée pour faire de notre ville une ville habitable et agréable. Alors, sur les préparatifs, vous savez qu'une telle conférence demandait d'abord le lieu de la conférence. Et nous avons eu quelques petits problèmes parce que le palais du peuple, comme vous savez, est dans un état qui ne pouvait pas recevoir 57 ministres des Affaires étrangères et le nombre de délégués. Le chef de l'État, malgré les contraintes financières qui pèsent sur le gouvernement, a accepté la rénovation du palais des Nations qui, il y a une dizaine d'années, était un véritable joyau. Et avec une société marocaine qui travaille aujourd'hui de jour et de nuit, ils sont en train de faire vraiment un excellent travail. Nous espérons que le palais des Nations sera prêt. J'ai bon espoir que ce sera fait. Nous avons d'autres problèmes, c'est le problème d'hébergement. Le président de la République, a juste raison d'ailleurs, a engagé la construction de grands hôtels à Conakry. Et malheureusement, ces hôtels ne sont pas encore terminés. Mais avec le Palme Hôtel qui est déjà restauré et d'autres petits hôtels qui sont en ville, et le Mariador, plus les résidences appartements, nous avons répertorié le tout. Le comité que nous avons mis en place est en train de travailler afin que tout cela fait. Il y a aussi le problème de transport. Et vous savez qu'avoir 57 délégations dans un pays et le nombre important de délégués, vous savez que c'est un défi. Mais je crois que la Guinée va relever ce défi. C'est un appel à l'endroit des populations, M. Fall. D'abord, je me félicite vraiment que les populations se sont appropriées de cet événement important qui touche tout le monde. Je vois l'engouement sur l'assainissement, cela n'est pas négligeable, c'est important parce que la ville de Conakry est dans une situation assez déplorable. Je pense que ce sera un signal fort pour l'avenir et que cette ville-là, on ne peut pas vivre dans cette ville avec plus de 2 millions d'habitants dans cet état d'insalubrité et que cela va marquer un départ. Le départ qui permettra à Conakry maintenant de devenir une ville propre. Ensuite, je demanderai aux populations de Conakry de réserver à nos hôtes, naturellement, l'hospitalité généreuse qui est reconnue à la Guinée et faire en sorte que cette conférence se passe dans les meilleures conditions, que l'accueil soit chaleureux, que les citoyens le témoignent partout et faire en sorte que nous puissions, avec les moyens dont nous disposons, faire en sorte que cette conférence-là soit un départ, pas pour la Guinée seulement, mais pour la communauté islamique. Merci, Monsieur le Ministre. La direction générale de la compagnie de bauxite Rusal CBK a offert un important lot de fournitures scolaires aux élèves et enseignants de la commune rurale de Mambia. Le geste vise à faciliter la formation dans cette sous-préfecture. Reportage Komara Moussa. Des kits scolaires pour les élèves et enseignants de la commune rurale de Mambia. C'est une contribution de la compagnie de bauxite de Kindia, Rusal CBK. Ces gestes visent à renforcer les capacités pédagogiques des enseignants et élèves. En dehors de ce que l'État nous donne, vraiment ça nous permet de joindre tous les bouts au point de vue fourniture scolaire et matériel de bureau. Cette compagnie a auparavant donné des forages, des bus scolaires, des écoles et des postes de santé aux populations de Mambia. À travers un partenariat gagnant-gagnant, elle compte intensifier ses efforts pour développer cette collectivité locale. Malgré la crise mondiale de l'industrie métallurgique, Rusal CBK continue de faire son apport au développement de la qualité de sa zone d'évolution. Cet appui de Rusal CBK traduit son engagement vis-à-vis des populations de sa zone d'intervention, mais aussi sa volonté d'appuyer les autorités à surmonter les difficultés liées au système éducatif guinéen.
La campagne de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides se poursuit à Conakry. Après le lancement officiel, il est revenu aux populations insulaires de Rome de recevoir un lot important de moustiquaires. Le geste est du PDG de la société Saref International, une manière pour lui de contribuer à la lutte contre le paludisme. Reportage d'Emba Doumbouya. Les habitants de l'île de Rome, située à 10 km de Conakry, sont confrontés à des contraintes d'ordre économique et sanitaire, dont le paludisme. Au regard de ces difficultés, la société Saref International, intervenant dans la localité, a fait un don de moustiquaires imprégnés aux habitants de cette île. Vous nous avez reçus ici à Rome à bras ouverts. Et nous savons les difficultés que vous rencontrez ici en ce moment. Cette année, je viens de vous offrir des moustiquaires imprégnés d'insecticides contre le paludisme, contre les mouches, contre tout ce qui est vecteur de maladie. Sachez que nous sommes à votre disposition. Ce geste a été vivement salué par les bénéficiaires qui ont souhaité la multiplication de telles initiatives. Ce geste n'est pas le premier fait par Saref à notre endroit, puisque nous sommes tous devenus des habitants de Rome. Nos sorts sont liés et par conséquent, il doit faire plus. Ces gens sont devenus des citoyens à part entière de cette île. Nous sommes satisfaits de leur assistance. À travers ce geste, le PDG de la Saref International a témoigné de sa volonté d'améliorer les conditions de vie des populations insulaires de Rome. Suite au mouvement enregistré sur l'axe Koza-Bambeto le 18 novembre faisant état d'un mort, la police judiciaire a fait une déclaration. On écoute le directeur central de la police judiciaire au micro de notre reporter Modinou Hodialo. Le 18 novembre 2013, la direction centrale de la police judiciaire a été requise par M. le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine, suivant correspondance numéro 1004 PRTPI C2 2013, à l'effet d'interpeller M. Magnan Sidibé sur ses agissements ayant occasionné la mort d'un mineur de 15 ans du nom d'Abdelmajid Baldé, ainsi que de toutes autres personnes mêlées à cette affaire. Procéder à une enquête pour leur présentation devant le parquet. En exécution donc de cette réquisition, il a été déposé au lieu de travail de M. Mandian Sidibé 3 convocations émises à son nom, toutes déchargées. La première déposée par nos soins et les 2 autres par voie d'huissier. Nous notons avec regret que M. Mandian Sidibé n'a toujours pas répondu à nos convocations. Il doit se présenter sans délai, faute de quoi il s'expose à une interpellation forcée, conformément à la loi. Cette interpellation concernera aussi bien sa personne que toutes autres personnes qui l'hébergeraient en vue de le soustraire à la loi. Nous espérons qu'il entendra raison, car nul n'est au-dessus de la loi. Bien au contraire, celle-ci s'impose à tous de manière générale. Je vous remercie. À présent, nous vous donnons lecture de cette décision du Conseil national de la communication. Vu la loi organique L9105 CTRN du 23 décembre 1991 portant création du Conseil national de la communication en son article 37, vu les propos tenus sur la radio Planète FM par Mandian Sidibé, directeur général de la dite radio, appelant les jeunes des quartiers de Bambeto, Koza et Wanidara, commune de Ratoma, à se mobiliser pour lui porter secours parce que selon lui, il était en danger de mort, mais sans apporter la preuve. Vu que tout cela a entraîné la violence avec la mort d'un adolescent de 15 ans et des blessés parmi les citoyens guinéens et les forces de l'ordre, vu le procès verbal de la session extraordinaire du CNC du lundi 19 novembre 2013 au cours de laquelle a été faite l'audition du produit informatif dont le constat révèle que le directeur général de la radio Planète FM a effectivement violé le code de déontologie des journalistes guinéens après en avoir délibéré conformément à la loi décide. Article 1er.
La suspension du directeur général de la radio Planète FM, M. Mandian Sidibé, pour une durée de 45 jours, allant du vendredi 22 novembre 2013 au samedi 4 janvier 2014 inclusivement. Article 2. Pendant cette période, il est formellement interdit à M. Mandian Sidibé d'exercer le métier de journaliste sur toute l'étendue du territoire national. Article 3. La présente décision qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. Conakry, le 19 novembre 2013 pour le Conseil national de la communication, le président par intérim Elhadj Abou Bangoura. Le 22 novembre 1970, la Guinée a réussi à maîtriser l'agression portugaise sur ses côtes maritimes. En mémoire de cette victoire, l'association Plus jamais d'agression contre le peuple de Guinée a organisé une conférence. Le point avec Francis Collier. Nuit du 22 novembre 1970, la Guinée fut attaquée par une troupe portugaise. L'attaque visait à renverser le régime du président Ahmed Sékou Touré, neutraliser les combattants bissau-guinéens basés à Conakry, puis libérer les prisonniers portugais détenus au Camboiro. 43 ans après l'agression de la Guinée, l'association Plus jamais d'agression contre le peuple de Guinée, le PDGRDA, les militants et sympathisants se souviennent encore de cette victoire. Nous avons élargi le nom pour que toutes les victimes guinéennes, que ce soit 70, dans les années 2000, tout dernièrement, que nous essayons de nous asseoir en frères et nous essayons de nous pardonner, tourner l'histoire pour que vraiment cette Guinée-là connaisse un développement radieux. Au cours de cette conférence, les intervenants ont dit que le développement de la Guinée dépend de ce que les Guinéens retiennent de l'histoire de leur pays. Le 22 novembre me fait revenir en mémoire un peuple uni, ayant un idéal de liberté, de dignité et surtout d'unité nationale. Et là, ce qui a été que l'impérialisme a tenté de briser ce jour-là, ce 22 novembre. Et ce 22 novembre a servi aussi de galvaniser davantage la conscience nationaliste du peuple de Guinée. En guise de reconnaissance à la victoire du peuple de Guinée lors de l'agression du 22 novembre 1970, une gerbe de fleurs a été posée à la place du monument édifié à cet effet. Fin de cette édition. Merci à vous qui nous regardez en France et partout ailleurs dans le monde. Passez un agréable moment en compagnie des programmes de la télévision guinéenne.